Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant de mes recherches. Donc moi, en fait, je m'intéresse aux bases neurocognitives de l'utilisation d'outils. Alors, les bases neurocognitives, en fait, c'est l'idée d'essayer de comprendre, en fait, quels sont nos processus cognitifs, nos processus de pensée, si vous voulez, ça peut être la mémoire, le raisonnement, et également les régions cérébrales, les régions de notre cerveau, qui contribuent, en fait, à notre capacité à utiliser des outils. Donc ça, c'est vraiment ma thématique de recherche privilégiée. Donc pour comprendre déjà ce que j'entends par outil, il me paraît important de revenir déjà sur l'idée qu'on sait qu'il y a une évolution technologique qui se produit en fait en parallèle à l'évolution phylogénétique et notamment l'évolution de notre lignée à partir depuis finalement les premiers hominidés qui étaient les Homo habilis, qui utilisaient des outils en pierre taillée. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une première catégorie d'outils qui est apparue, à savoir les outils physiques, c'est-à-dire ces outils qui augmentent nos capacités sensorimotrices. Ça peut être les premiers outils en pierre taillée, donc je me répète, ou finalement tout un ensemble d'outils qu'on utilise encore dans le quotidien, comme des outils de bricolage, des ustensiles de cuisine, ou même des objets pour faire la toilette. Un peu plus tard dans cette évolution sont apparus d'autres outils, qu'on peut qualifier d'outils cognitifs, parce qu'en fait ils permettent d'augmenter nos capacités cognitives. Ils peuvent augmenter par exemple notre mémoire, c'est le cas de l'agenda. Ils peuvent aussi augmenter nos capacités de calcul, c'était le cas du poulier, et c'est encore le cas par exemple de la calculatrice. En fait, le smartphone est actuellement peut-être le meilleur représentant de cette catégorie d'outils. À l'avenir, on peut même s'attendre en fait qu'il y ait encore un grand nombre d'outils, de nouveaux outils qu'on va développer. Peut-être que dans 1000 ans ou 2000 ans, par exemple, serons-nous capables d'utiliser des technologies qui font qu'on pilotera peut-être un grand nombre d'appareillages directement à partir de notre activité cérébrale. Actuellement, je vous avoue que ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est finalement un petit peu comprendre ces interactions qu'on a avec ces outils cognitifs, ou même essayer de se projeter un petit peu dans le futur pour voir vraiment qu'est-ce qu'on sera capable de faire avec les outils du futur et quelles sont aussi nos limites cognitives. Pour l'heure, simplement, je vais vous présenter quand même l'essentiel de mes travaux que j'ai réalisés jusqu'à maintenant, qui portent plutôt finalement donc, sur le passé ou sur le présent, à savoir ces outils physiques, et essayer de comprendre donc, quels sont les processus cognitifs qui nous permettent de les utiliser et s'il y a des régions cérébrales particulièrement impliquées. Alors moi, je viens de la neuropsychologie. La neuropsychologie, c'est quoi en fait? C'est l'étude des patients qui présentent des lésions cérébrales et qui va donc modifier leur comportement ou certaines de leurs capacités cognitives. Ces patients peuvent par exemple présenter des troubles de la mémoire, on va parler de l'amnésie, des troubles du langage, on va parler d'aphasie. Depuis plus d'un siècle, depuis les années début 1900 en fait, on a compris que certains de ces patients pouvaient présenter des difficultés pour utiliser des outils qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et cela, en fait, après des lésions hémisphériques gauche. Autrement dit, c'est bien dans la partie gauche de notre cerveau que nous serions capables d'utiliser ces outils physiques. Alors, pour vous illustrer un petit peu les difficultés que peuvent avoir ces patients, qu'on appelle aussi apraxiques, je vous ai mis ici, en fait, des enregistrements cinématiques où on a demandé de manière très simple, en fait, à des sujets de réaliser, par exemple, l'action de couper du pain. C'est une action assez simple. C'est un enregistrement cinématique, c'est-à-dire en fait on a mis tout simplement des capteurs sur le bras en fait de la personne et on a enregistré en fait la trajectoire du geste dans un espace tridimensionnel. Si vous regardez un petit peu à gauche, ici c'est une personne saine, donc sans lésion cérébrale. En fait vous voyez la trajectoire du geste réalisé sur tout le monde sur la partie gauche, on voit que c'est une trajectoire assez rectiligne, ce qui est logique, c'est ce qu'on attend lorsqu'on doit couper du pain. À droite, vous voyez donc c'est un patient avec une lésion gauche, suite à un accident vasculaire cérébral, et vous voyez un peu la trajectoire, en fait, ça donne quelque chose de complètement désorganisé, ce qu'on peut observer en fait en clinique avec ces patients. En fait, ça illustre tout simplement les difficultés de ce malade à être capable de produire la bonne action mécanique pour couper du pain, et même en réalité, ce patient sera même incapable de couper du pain à l'arrivée. Alors la question qui se pose, c'est finalement comment interpréter ces difficultés, ou plutôt quels sont les processus qui nous permettent finalement d'utiliser tous ces outils physiques. En fait, il y a une approche assez classique qui est l'hypothèse même par défaut, c'est-à-dire c'est quasiment la seule hypothèse qui a existé pendant longtemps, pendant près d'un siècle, pour expliquer finalement ces difficultés, ou pour expliquer de manière générale comment on utilise ces outils physiques. C'est l'idée en fait qu'on aurait besoin de programmes moteurs spécifiques qu'on stockerait en fait dans une partie gauche en tout cas de l'hémisphère, dans l'hémisphère gauche.
Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces programmes moteurs, ils permettraient de retrouver très rapidement quels sont les différents paramètres, les informations à envoyer aux muscles, aux articulations, pour réaliser directement le geste associé à l'outil. Donc ça, c'est une approche qui est vraiment, on va dire, assez intuitive, parce qu'en fait, si on y réfléchit, ça fait que reprendre finalement le sens commun avec l'idée finalement qu'utiliser un outil, ça correspond à du travail manuel, ça ne demande pas réellement une forme d'intelligence, et que finalement, tout n'est qu'une question que de gestes. Alors, actuellement, quand je fais un cours justement sur la pratique, donc sur ces patients qui ont des troubles, ou même quand je fais des conférences, en fait, quand je demande finalement à des étudiants ou à des collègues en psychologie ou en neurosciences quel est le processus qui permet d'utiliser des outils, la réponse qui vient tout le temps, c'est des mémoires motrices, des programmes moteurs, c'est vraiment bien ancré en fait dans la tête des scientifiques. Donc là, par exemple, je vous ai même mis une autre illustration. C'est une étude de Johnson Frey, une des premières études réalisées en neuroimagerie fonctionnelle. Donc cette fois-ci, c'est chez des sujets sains. Donc c'est en gros en IRM fonctionnel, si vous voulez. Ici, la tâche était de planifier le geste qu'on pourrait faire pour utiliser un outil. Et en fait, ce qu'on voit, donc une activation de la région gauche du cerveau, donc ça c'est conforme avec ce que l'on sait. Mais Johnson Frey, donc un auteur assez important du domaine, en fait, son interprétation, pour lui, elle est simple. Ces activations correspondent à une activation de ces programmes moteurs. Donc c'est vraiment en fait l'idée par défaut, l'idée qui est systématiquement avancée. Alors moi, déjà, pendant ma thèse, en fait, cette façon d'aborder le problème, en fait, elle m'a interrogé. Pourquoi? Parce qu'en fait, en clinique, quand on voit les patients, on s'aperçoit que les difficultés ne sont pas tant sur cette relation entre la main et l'outil, mais elle est même finalement dans leur capacité de sélectionner les bons outils. Autrement dit, si vous leur présentez un certain nombre d'outils, les patients peuvent même essayer d'enfoncer un peu avec une brosse à dents. Mais encore faut-il leur donner finalement l'occasion de se tromper, l'occasion de montrer qu'ils ont des problèmes de sélection. Ils peuvent aussi réaliser des actions mécaniques qui sont complètement erronées. Je vous dis, ils peuvent essayer, si vous leur donnez que le marteau, d'appuyer avec le marteau comme ça sur le clou. Donc tout ça, c'est quand même difficile d'interpréter ça simplement avec des problèmes finalement de programme moteur. Donc du coup, en fait, l'idée en fait que j'ai eue, c'était de me dire, en fait, mais si ça se trouve, est-ce que ces patients, est-ce qu'ils n'ont pas plutôt un problème pour comprendre tout simplement des grands principes physiques qui se passent dans l'environnement? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ces patients, leur difficulté, elle n'est pas dans le geste à proprement parler, mais est-ce qu'elle n'est pas plutôt dans la compréhension de, par exemple, qu'est-ce que c'est que faire un levier? Qu'est-ce que c'est, par exemple, que de couper? Donc, en fait, plutôt sur des actions mécaniques qui font qu'après, nécessairement, le geste réalisé est incorrect parce qu'ils sont incapables de concevoir réellement quelle est la tâche à réaliser. Donc, j'ai réalisé donc, une série d'études, parmi les différentes choses que j'ai faites, où finalement, j'ai demandé à des patients avec des lésions vasculaires de l'hémisphère gauche, j'aurais proposé déjà une tâche assez classique qu'on utilise en neuropsychologie, donc simplement de montrer comment utiliser des outils de la vie de tous les jours. Ça peut être une paire de ciseaux, ça pouvait être un marteau, un tournevis, etc. Effectivement, j'ai observé que, comme on pouvait le voir déjà dans la littérature, un certain nombre de ces patients présentent des difficultés pour sélectionner le bon outil ou même pour l'utiliser. Mais pour tester cette idée du lien finalement avec cette compréhension du monde physique qui pourrait être déficient finalement chez ces malades, j'ai créé avec mes collègues en juin en fait, une tâche de résolution de problèmes mécaniques qui consiste tout simplement à résoudre un petit problème où il y a finalement un cube ou une petite cible à extraire d'une boîte et on leur donne à disposition finalement des tiges, certaines sont solides, rigides plutôt, d'autres sont flexibles, d'autres sont longues, d'autres sont trop courtes. Et la tâche, par exemple, c'est simplement de faire un levier, donc ce qui demande de sélectionner, par exemple, la tige qui est assez solide, assez longue pour pouvoir le réaliser. En fait, ce qu'on s'aperçoit, je me suis aperçu dans mes études, c'est finalement, c'est les mêmes patients qui présentent des difficultés dans les deux tâches. Autrement dit, quand ils n'arrivent plus à utiliser des outils familiers de la vie de tous les jours, ils ont aussi ces difficultés pour finalement résoudre ce type de problème, ce qui pourrait suggérer que leur difficulté a avant tout finalement un problème dans la compréhension des actions du monde physique. Ici, je vous ai rapporté en fait une série d'études qui ont utilisé donc, ces deux tâches depuis maintenant 5-6 ans. En fait, en bas, vous voyez, c'est le score de... Donc chaque point représente en fait une étude, et en bas, en fait, c'est le score de résolution de problèmes mécaniques, ou plutôt le pourcentage de déficit du groupe de malades par rapport à des sujets sains. Et en ordonnée, vous voyez donc le pourcentage de déficit sur la tâche d'utilisation de l'outil familier. En fait, on voit bien une relation linéaire qui se dessine entre les... qui semble bien suggérer un lien assez fort, ce qui remet en tout cas en question cette question des programmes moteurs. Alors il y a une étude
dont je souhaite aussi vous parler, parce que cette étude va permettre en fait de commencer à ancrer ce processus de raisonnement sur notre monde physique dans des régions cérébrales un peu plus spécifiques. Donc cette étude, c'est l'étude de Georges Lellenberg, là, qui est publiée dans Braille, qui a interrogé une quarantaine donc, de patients avec des lésions vasculaires gauches, et en fait il leur a proposé donc toujours ces deux tâches. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'associer les lésions présentes donc, chez ces patients avec des déficits dans chacune des tâches. Ici, si vous voulez, c'est une cartographie qui représente en fait les lésions qui ont provoqué des difficultés dans chaque tâche. En fait, ce qu'on s'aperçoit déjà, c'est qu'on voit que dans les deux tâches, effectivement, on a un réseau de lésions qui semble à peu près identique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Golena a observé que uniquement lorsque une région bien particulière a été lésée, les patients présentaient des difficultés dans les deux tâches. Et c'est donc ce que l'on voit ici avec la flèche verte, et ça correspond en fait au lobe pariétal inférieur gauche qui se situe à peu près ici. Alors on a été encore plus loin dans la démonstration, donc avec mon équipe, c'est-à-dire qu'on a réalisé en fait une méta-analyse sur l'ensemble des études qui ont été réalisées en neuroimagerie fonctionnelle, donc en gros on va dire en IAMF, chez des sujets sains. Donc on a regroupé toutes les études qu'il y avait dans la littérature, et après on a trié, on s'intéressait à simplement des études dans lesquelles ces sujets en fait devaient réfléchir sur des actions mécaniques. Ils devaient en fait par exemple décider si l'outil était correctement orienté ou pas par rapport à la vis, ou enfin, vous voyez des choses un petit peu comme ça. Donc en fait ils devaient réfléchir sur des actions mécaniques qui n'impliquaient pas du tout d'ailleurs le corps. Ce que l'on voit en fait ici en haut, c'est le résultat de cette méta-analyse. En gros, c'est les zones d'activation qui sont communes à l'ensemble de ces études. En bas, en fait, ce que je vous présente, c'est en fait une version aplatie de ce cerveau. Parce qu'en fait, le cerveau, vous voyez, ça a des plis, et en fait, des fois, on a du mal à localiser ce qui se passe à l'intérieur des plis. Donc en fait, ça permet de déplier complètement le cerveau, et ça permet de mieux localiser finalement les zones d'activation. En fait, ce qu'on a observé, c'est que quand les gens doivent se focaliser sur les actions mécaniques, finalement, qui demandent une forme de compréhension du monde physique, on retrouve bien une activation au niveau du lobe pariétal, et tout comme Golena l'a observé chez les patients, au niveau de ce lobe pariétal inférieur gauche. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus, ça concernerait la région PF de ce lobe pariétal inférieur gauche, et c'est une région qui est phylogénétiquement nouvelle, autrement dit, on ne la retrouve pas chez les primates non humains. Donc sur l'ensemble de ces travaux, en fait, ça nous a permis, donc avec l'équipe, de proposer finalement un modèle neurocognitif qui permet de modéliser notre capacité à utiliser des outils physiques. En fait, dans ce modèle, il n'y a plus de programme moteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'idée qu'on a besoin comme ça de stocker les mémoires motrices et de les retrouver spontanément pour utiliser des outils physiques. L'idée, elle est plutôt en fait plus phénoménologique, c'est-à-dire en fait l'idée de se dire, quand je suis confronté finalement à un problème physique de la vie de tous les jours, j'ai déjà besoin de raisonner, ce raisonnement technique ici qu'on retrouve en bleu dans cette région PF du lobe pariétal inférieur gauche. C'est ça qui me permet de sélectionner les bons outils, de générer finalement l'action mécanique qui est pertinente. Et le produit de ce raisonnement, finalement, c'est le mouvement de l'outil dans l'espace. Par exemple, le mouvement, par exemple, du public. Seulement, ça, c'est une construction mentale. C'est-à-dire, au moment où je le fais, il n'y a rien qui se passe dans l'environnement. C'est simplement l'idée que j'ai, en fait, de l'utilisation. Ensuite, ce qu'il faut, c'est choisir finalement quelle est la bonne posture, quelle est la bonne saisie, et ça, c'est juste une question de contrôle moteur. Et ça, pour réaliser ça, en fait, ça demande une autre région, un autre système, plus dorsal au niveau du lobe pariétal, ou notamment dans le sillon intrapariétal, c'est la partie verte, et ça correspond tout simplement à notre système primate de préhension. C'est-à-dire que même les primates non humains, ils commandent leurs mains quand même en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Ils font quand même ce qu'ils veulent faire avec leurs mains. Là, en fait, l'idée, c'est simplement ça. C'est-à-dire, déjà, je génère finalement mon action mécanique, je génère finalement comment les outils, les objets doivent fonctionner dans l'environnement, et après, simplement, je vais coller le geste qui permet de réifier, de faire que cette action va vraiment se produire dans l'environnement. Et l'idée, ça serait notamment qu'il y aurait une région à niveau de la partie antérieure du gyrus pharyngéal qui permet d'intégrer les données de chacun de ces systèmes. Donc, en fait, en gros, mes travaux permettent de défendre l'idée que utiliser des outils physiques, c'est pas que du travail manuel, ça demande bien une forme d'intelligence qui est basée notamment sur des connaissances qui sont pas faciles à verbaliser, ce qui peut nous donner l'impression que c'est juste du moteur, mais en réalité, c'est des connaissances non verbalisables, parce que c'est très difficile, par exemple, de demander à quelqu'un d'expliquer ce que c'est couper. On ne sait pas trop, c'est difficile d'expliquer ce que c'est couper.
Par contre, on est capable de sélectionner les bons outils pour le faire. Et de la même façon, on n'a pas besoin de Newton pour comprendre la gravité, on l'avait compris bien avant, simplement Newton l'a expliqué. Donc en fait, il y aurait bien une forme d'intelligence que j'appelle aussi l'outilligence, qui cacherait finalement notre capacité à utiliser des outils physiques, et c'est également ce que j'appelle raisonnement technique. Alors quelles sont les implications de mon travail? Donc à un niveau clinique, déjà, l'idée c'est que ça permet en fait d'améliorer en fait le diagnostic, de mieux comprendre finalement les difficultés des malades, ce qui peut permettre d'envisager de nouveaux programmes de rééducation, mais je dois vous avouer qu'à ce niveau-là, on est loin d'avoir trouvé de solutions vraiment efficaces. Ça a permis aussi, donc, au niveau, par exemple, des patients qui présentent une démence, la maladie d'Alzheimer, on sait aussi que certains malades peuvent présenter des troubles d'utilisation d'outils. En fait, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait, en fait, pour les mêmes raisons que ces patients avec des lésions vasculaires gauches, ce qui permet aussi, en fait, d'orienter et le diagnostic et la prise en charge.